Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Eh bien, je suis avec Loïc Lemanlec. Bonjour Loïc, on s'est déjà parlé l'année dernière. Bonjour. Au sujet de ton livre Fake Management pour en finir avec les fausses croyances. On avait réglé son compte à l'entreprise libérée. Alors aujourd'hui, on va parler d'autre chose. C'est une suite à ton article publié dans Management et Data Science. IA et transformation, les cabinets de conseil sont-ils suffisamment armés? Qui peut-être d'ailleurs un titre un peu euphémiste, parce que finalement la vraie question c'est de savoir si les consultants, les cabinets de conseil ont encore une raison d'être. Alors tu identifies 3 ruptures majeures que l'IA impose au cabinet: la structure, l'outil, les process. Pourquoi ces 3 entrées traditionnelles de la transformation échouent-elles face à l'IA? Alors oui, le titre, j'aurais pu mettre ce titre-là effectivement, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis, c'est que je voulais pas créer une polémique. Voilà, une polémique trop forte. Déjà sur est-ce qu'ils sont suffisamment armés, c'était déjà suffisamment de challenge. Si j'étais passé à l'étape du dessus, voilà. Mais oui, c'est ça qui est en fait en fond. Alors, en fait, ce qui se passe avec ces 3 ruptures majeures, c'est que l'IA va à l'encontre des 3 savoir-faire historiques des grands cabinets. Donc effectivement, les 3 savoir-faire, tu as la structure. Donc la structure, c'est l'action sur l'organigramme, c'est la réduction des effectifs, et ça vient de la période des fusions de début du siècle, qui ont pas mal duré dans 2 siècles, et qui étaient liées à la mondialisation. Il fallait avoir la taille critique. À ça, c'est rajouter les externalisations. Tout ça, ça joue sur la masse salariale. Or, pour l'instant, l'IA ne détruit pas significativement d'emplois. Donc, toutes les connaissances acquises et savoir-faire ne font pas la différence avec l'IA. Voilà, ça c'est le premier élément. On a la même chose avec les outils. C'est-à-dire, est-ce que l'IA est un outil? Historiquement, pour moi, c'est les grands modèles type ERP. On était dans une logique de top-down, c'est-à-dire l'outil est imposé, et on est dans une logique de standard, c'est-à-dire que l'organisation doit se plier au standard de l'outil, avec des conséquences que moi j'ai vues. J'ai mis plusieurs fois SAP en place dans ma carrière, où j'ai vu des services où les personnes se retrouvaient avec un service dégradé parce que le standard de l'outil ne correspondait pas aux besoins des opérationnels. Donc on avait cet élément-là. Et là, pareil, l'IA vient mettre le bazar, parce que l'IA, d'abord, c'est pas top-down, c'est qu'on est sur le terrain et à fond sur le terrain parce qu'on parle de tâches. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est l'antithèse du standard. J'ai un ami qui est expert IA, qui est de toutes les conférences, et qui m'a dit, et qui m'a confirmé, moi, ce que j'avais déjà trouvé, c'est qu'on est dans l'hyper-personnalisation. Donc, l'entrée par l'outil, tel que le faisaient les consultants, ça marche pas non plus. Et t'as le dernier que j'avais mis, qui sont les process, c'est-à-dire que les process, on a cherché en fait à dire l'organisation, il suffit qu'on fasse une suite de process. Et le problème, c'est que les process, ça ne marche pas. Les process, ça ne marche pas. Ça marche les process, mais les process oublient une chose essentielle, qui sont le travail réel. Et dans les process, on oublie totalement ce qu'est le travail réel qui était fait, qui en fait était fait par les salariés. Et cette partie-là, ça nous ramène à une chose qui est, dans l'article, j'avais dit, on suit un process, on réalise une tâche. Et à travers ça, pour moi, c'est un changement de paradigme total avec l'IA. Donc le salarié avant, il était, ce que j'avais mis, il passe d'objet, c'est-à-dire de suivre un process, à sujet qui est derrière. D'ailleurs là, je vais faire un petit clin d'œil à Vincent Favry, qui est le fondateur de l'Académie des organisations, qui m'avait soufflé cette punchline. Voilà, on avait échangé là-dessus avant que j'écrive l'article, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Donc l'IA, que ce soit la façon dont tu l'as, les entrées historiques, structure, outils, process, ça marche pas.
Ok, pourtant, quand on construit un système d'information, on modèle les processus, ce qui paraît un peu logique. Sinon, on va avoir un peu de mal à suivre un chemin. Hein, on est d'accord. Il faut un process, il en faut. Sauf que tu te retrouves avec un ensemble de process, de normes et autres, ou si tu les suis strictement, le travail ne se fait pas. C'est le principe du travail réel par rapport au comment travail prescrit. Donc il faut des process, mais il faut également une liberté à l'acteur, enfin un salarié acteur, pour pouvoir faire en sorte que le travail se réalise. C'est pour ça que j'ai fait la différence entre les deux. Et ça, si tu veux, on l'a oublié. C'est quelque chose qu'on a oublié pendant presque 2 décennies, alors que le salarié se retrouvait invisibilisé. Ça paraît pourtant un peu du bon sens. En même temps, c'est vrai que si on veut qu'un processus fonctionne bien, le personnel doit être interchangeable. Parce que si on est obligé d'attendre que Loïc soit derrière le téléphone pour avoir une réponse au service client et que quand il est pas là, on n'a pas la réponse, forcément ça marche moins bien. Mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France. Mais derrière ce que tu dis, je comprends une formule, hein, en tant que la personne, l'employé, le salarié est remis au centre, fermez les guillemets, en tant que sujet plutôt qu'objet, ok, admettons, même avec le bémol que je viens d'indiquer. Bon, c'est une belle formule, hein, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon dont un cabinet doit concevoir une mission de transformation, qui au passage d'ailleurs se préoccupe pas trop des sujets ni des objets. Hein. Alors là, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant des décennies, c'est simple, pendant 2 décennies, à la fin du siècle précédent et jusqu'à maintenant, la notion d'organisation n'était pas traitée ou n'est pas traitée par les consultants. Voilà. On gère la structure, on gère l'outil. Et ensuite, ce sont les managers qui se débrouillent. Et ça c'est historique. Et ça marchait très bien comme ça. D'ailleurs, c'est une très bonne chose sur le fond qu'on laisse les managers, parce que eux ont la connaissance de l'organisation réelle, qu'on laisse les ajustements. Et une organisation, ça n'est qu'une somme d'ajustements. J'ai repris dans l'article le Norbert Alter, qui dit qu'un collectif, dans une organisation, il y a toujours des micro-ajustements qui se font. Alors, on a toujours donné l'exemple c'était quoi? C'était les tours opéraires, enfin les tours de contrôle où si on devait respecter les standards et autres, il y aurait aucun avion qui pourrait décoller et atterrir. Sans aller jusque-là dans les organisations, si on ne faisait que suivre des process, on s'en sortirait pas. Changement de sujet, d'objet à sujet, enfin remise, c'est un peu paradoxal en fait. C'est au moment où on se demande, et là je pense que la question est plutôt de savoir si c'est à long terme qu'à court terme. On y reviendra, j'ai une autre interview avec Thomas Husson qui revient là-dessus, où on reparle de la loi d'Amara, où on dit finalement, où Amara disait dans les années 70, à juste titre, que les bouleversements technologiques sont surestimés à court terme, mais sous-estimés à long terme. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. En gros, c'est un peu paradoxal, parce que finalement, le sujet, avec ses états d'âme, avec ses hauts et ses bas et sa cyclotimie, on a un peu de mal à voir comment il va fonctionner dans un monde qui est gouverné par la logique, parce que, qu'on le veuille ou non, les machines sont très logiques. Les humains ne le sont pas. Moi, ce qui m'intéressait ou ce qui m'intéresse dans ce que fait l'IA, déjà, on remet un focus sur le travail. Ce qui n'a pas été le cas pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire, la notion de tâche, moi, je peux dire, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, c'est-à-dire l'importance de la tâche. Et dans les tâches, aujourd'hui, on va chercher ce qui est automatisable, et ce qui reste de en fait l'humain et qui va être géré par le salarié. Et c'est là où je dis qu'on le remet au centre, c'est que toutes ces actions qu'il fait, les actions de jugement, de décision, de correction, de tout ce qu'on veut, ne serait-ce que corriger les automisations, les erreurs liées à l'automatisation et qui demandent des compétences, tout ça c'était invisibilisé avant. Et là aujourd'hui c'est remis en avant. La question c'est, est-ce que je vais le valoriser
au niveau travail, au niveau rémunération et autres. Mais maintenant, ce qui n'était avant, ce qui était totalement oublié, invisibilisé, aujourd'hui est remis là pour l'instant. Après, moi, je sais pas ce qui va se passer dans 4, 5 ans, 10 ans. Quand je suis sur LinkedIn, je vois toujours l'IA ne détruit pas d'emplois. Pourquoi ils disent ça? C'est que contrairement aux autres implantations ou aux autres buzz, c'est que l'IA, elle est implantée massivement dans les entreprises et on a les premiers retours. On a les retours d'expérience et on voit de retours d'expérience qu'on ne fait pas gagner pour l'instant. Alors dans 4-5 ans, j'en sais rien, je suis pas devin, possiblement, mais pour l'instant, une chose est certaine, c'est que sans les salariés avec l'IA, donc le complément qu'ils ont à faire, ça ne marchera pas et ça ne marche pas pour l'instant. Alors, je nuancerai un peu. L'IA est massivement utilisée par des individus dans l'organisation et elle n'est pas implémentée dans l'organisation. Et ça, c'est à mon avis la véritable raison pour laquelle on ne voit pas de retour sur investissement ou sur efficacité ou sur productivité, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il y a juste une recherche atomisée d'efficacité, de productivité ou de plaisir personnel d'ailleurs, parce qu'on n'est même pas sûr que ça soit toujours de la productivité. Enfin bon, admettons, on a remis le sujet au centre du débat. Il y a un changement de paradigme, il est indéniable. On a un peu de mal à comprendre où ça va et si ça va aller dans ce sens-là, dans le sens court terme qu'on voit aujourd'hui ou dans un sens plus accentué dans le long terme. Et à mon avis, la question se pose plutôt dans ce terme-là. Mais surtout, ce qu'on voit derrière, c'est un modèle économique des grands cabinets en question. D'ailleurs, quand tu dis les grands cabinets, on peut peut-être enlever les grands d'ailleurs, parce que c'est le modèle économique du conseil, le modèle junior multiplié par TJM et puis le senior au-dessus qui se fait payer selon les cas entre 2000 et 8000 euros la journée, même des fois pour jamais venir chez le client d'ailleurs au passage. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'abus et surtout il y a une remise en cause de cette valeur du conseil par rapport à la proposition de valeur, disons, par rapport à la valeur réelle. Alors, qu'en est-il de ce modèle économique? Pourquoi j'ai parlé des grands cabinets conseils? Car les petits cabinets, autant les grands cabinets conseils ne s'occupent pas de la transformation organisationnelle, autant dans les petits cabinets, on trouve quand même des consultants et des personnes qui ont quand même un certain savoir et qui apportent quelque chose. Pour ça que j'ai préféré cibler. Alors effectivement, alors pour moi en fait la question elle dépasse très largement le junior fois TJM. Voilà. Alors on en parle beaucoup sur LinkedIn et autres, et avec sans doute une certaine raison, mais je pense que le risque est beaucoup plus important. Alors sur LinkedIn on parle de ça, on parle aussi des études où on dit aujourd'hui, avec le prompt magique, je fais l'étude en 3 secondes et je fais économiser 500 000 euros. Alors ça, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. D'abord, parfois les études, elles sont commandées pour valider une stratégie qui a déjà été définie en amont par le board et donc ça permet de justifier donc la valeur du cabinet. Et là, plus on prend des grands cabinets et plus ça va justifier en fait l'étude. Donc ce sont les études qui sont biaisées, ok, mais c'est la règle du jeu. Voilà, aidez-moi à montrer à mon entreprise, à mon groupe que la décision qu'on a prise elle est bonne. Voilà, ça fait partie du business. La deuxième est que moi j'aime bien la notion de moyenne algorithmique. C'est-à-dire c'est qu'est-ce que me donne l'IA quand je lui pose une question simple. Voilà, c'est ce qu'il me sort. Je pense que demain, dans les études, ce qui fera la différence, c'est ce qui n'est pas accessible directement avec l'IA. Et là, dans ces cas-là, moi, je serai à la place des grands groupes. Enfin, ils vont pas m'attendre pour ça. Ils le faisaient déjà avant. Ils vont continuer à le faire encore plus. Ils feront intervenir des experts. C'est-à-dire, l'expert interviendra sur ce que l'IA ne sait pas faire pour l'instant. Alors, est-ce que dans 10 ans, l'IA sera capable de tout faire? Possiblement. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, sur des sujets d'expertise, on a besoin d'experts. Et surtout,
des choses qui sont difficiles à faire et que moi je verrais très bien par les grands cabinets conseils, trouver les bons experts et faire travailler des experts entre eux, d'experts de sciences différentes, de secteurs différents. C'est pas facile à faire. Et là, je pense qu'il y a en fait un potentiel. Donc, c'est pas tellement les études, moi, qui me gênent. Ce qui me gêne, il n'y a rien qui me gêne chez eux. Mais là où je vois le plus grand risque, c'est vraiment la transformation organisationnelle, parce que l'IA joue là-dessus. Et là-dessus, les grands cabinets conseils n'ont pas de compétences. Ils ont un savoir-faire suffisant pour pouvoir intervenir. Sur ce sujet, j'ai compilé quelques sources, dont celle de mon ami Dupérin, Bertrand Dupérin, dupérin.com, dont on remarquera d'ailleurs qu'il est remarquablement bien référencé dans les IA génératives, qui nous cite McKinsey. 25% environ de ces missions sont désormais rémunérées aux résultats obtenus. C'est un drôle de mélange anglais-français d'ailleurs. Mais enfin, c'est bizarre ça, non? Tu trouves pas? Je sais pas si on est à comment 25%. Et encore une fois, le résultat obtenu, c'est ça c'est un grand discours que moi j'ai eu d'ailleurs avec les consultants quand j'étais dans les grands groupes, où je leur disais, vous êtes gentils, vous me mettez des objectifs prédéfinis et moi je dois gagner X millions, et si je les gagne pas, je suis viré. Bon, c'est la règle du jeu, hein, sinon vous travaillez pas dans un grand groupe. Et vous, de votre côté, vous êtes tranquille, vous faites des recommandations et vous n'avez vous n'êtes pas jugé sur le résultat. Et moi, la réponse que tous me donnaient, non mais on veut bien. En fait, ils voulaient pas. On veut bien, mais si on le fait, on va mettre des conditions, et le nombre de conditions est tellement important que en fait l'entreprise oublie. Alors faudrait toujours voir qu'est-ce que c'est le résultat, quoi. Si c'est le résultat, c'est remettre une bonne étude sans biais, sans hallucination d'IA, je pense que c'est jouable. Encore que Deloitte s'est fait avoir 2 fois. Hein. Je pensais que exactement. Qui mesure, quoi mesure, voilà. Et encore une fois, toutes les études sont, voilà, certaines études ont un rôle très très particulier où la notion de résultat, elle est déjà donnée, quoi, au départ. D'accord. Donc, on résume. Le paysage change avec l'objet sujet. Deuxièmement, le modèle économique commence à être un peu remis en question. Alors, est-ce que les clients grands comptes demandent des remises sur les coûts de prestation, hein? Alors, moi, de ce que j'ai vu 2 choses. J'ai vu déjà les remises exceptionnelles à la Deloitte, c'est-à-dire enfin, c'est quand même surprenant. Moi, quand il y a eu le premier coup avec l'Australie, je me suis mis à la place du patron de Deloitte, qui a envoyé un message. Le prochain qui me refait un coup comme ça, il est fired. Et bim, ça recommence avec le Canada. Donc là où effectivement, il y a des remises exceptionnelles qui sont demandées. Et là, je pense qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est que si effectivement c'est peut-être les directeurs des achats qui ont profité, ou les directeurs financiers, on rentre dans une démarche où on commence à justement questionner quel est votre rapport de valeur et qu'est-ce que vaut la valeur que vous apportez. Ce que j'ai vu, c'est que dans l'audit, là, on est sur des remises structurelles, quoi. Ça a déjà commencé. Et donc, pour moi, la question qui va se poser, justifiez-moi la valeur de ce que vous apportez. Et ça, c'est quelque chose qui, alors, autant ça se faisait dans le public, c'est-à-dire si tu regardes ces dernières années les commentaires critiques qu'il y a eu, bon, il y a eu l'affaire McKinsey pendant le Covid, mais si tu regardes, tu ne vois jamais une seule critique du privé. Et la notion d'alignement, le alignment anglo-saxon, c'est je ne dis rien. Et pourtant, quand on regarde en interne, il y en a. Alors, pendant des années, on n'a rien dit. D'ailleurs, l'échange qu'on a aujourd'hui, à mon avis, il y a 5 ans, 6 ans, il aurait été impossible. C'est-à-dire que il y avait une certaine omerta autour des grands cabinets conseils, et cette omerta, elle est en train de tomber, quoi. Elle est en fait en train de tomber. Et
l'IA joue, mais il y a aussi cette question d'apport de valeur. Qu'est-ce que vous nous amenez et validez-moi que le prix que je vais vous payer, je vais avoir le retour derrière. Alors, c'est tangible, hein. PwC UK CEO Survey 2025, c'est cité sur napta.io. Ouais. Seuls 34% des dirigeants voient un ROI tangible dans les missions de conseil. Donc, clairement, c'est pas seulement une impression, il se passe quelque chose. Voilà. Oui. Oui, mais encore, alors, moi là-dessus, on dit souvent 70%, on voit depuis plusieurs années, 70% des commandes de transformation ne marchent pas. Moi, j'ai mon avis, enfin, chacun son avis là-dessus. Encore une fois, je reviens à l'étude que j'ai faite pour l'article, c'est-à-dire que le savoir-faire des grands cabinets conseils, il était sur les fusions. Les fusions, elles commencent à se tarir. Les outils, maintenant, tout le monde a en fait un ERP. C'est pareil, quand on a mis en place SAP, on devait gagner 10 milliards. Alors, il y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On pensait gagner 10 milliards. Les milliards, on les a jamais trouvés. Et maintenant, les transformations qui sont faites sont des transformations organisationnelles. Toi, on passe d'une structure produit, structure client ou client structure produit, etc. On voudrait faire marcher. Sauf que, pour que ça fonctionne, il faut déjà savoir quelle stratégie ça soutient. Et là, on voit avec l'IA, pourquoi je mets en place l'IA dans mon entreprise. Alors, je mets en place l'IA parce qu'il faut que je teste, et ça, c'est important, et il faut le faire. Mais une fois que j'ai dépassé les tests, qu'est-ce que je fais derrière? Et dans les transformations organisationnelles, ce qui se faisait avant, où on laissait tranquille le manager se débrouiller avec, ça marche plus aujourd'hui. Ça marche plus aujourd'hui parce que à force de transformation, ça devient de plus en plus complexe. Le monde est complexe, et puis clairement un manque de moyens et un manque de temps. Et donc avant même l'IA, les transformations, il commençait à y avoir des soucis. Moi, les gens que je connais sur le terrain me disent on n'y arrive plus, quoi. En termes de transformation, en termes de performance, ils sont bien, les marges restent intéressantes, mais l'impact de transformation sur le ROI, ils n'y arrivent pas, oui, bien sûr. Alors bon, au-delà de ces ROI, il y a aussi les compétences et les ressources. Et alors là, c'est un peu le flou, quoi. On entend de la part de DRH de Big Four qui déclarent que tous les consultants devront être formés à l'IA pour rester dans l'entreprise. Ouais. Je me souviens plus duquel c'est, d'ailleurs, je crois que c'est Accenture, je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est Accenture, ouais. Tu juges cette condition nécessaire, mais largement insuffisante. Quelles sont les compétences qui manquent vraiment, celles sur lesquelles on ne forme pas encore? Pour résumer, je dirais, c'est ce qu'on n'enseigne pas en école de commerce. Voilà. Moi, j'enseigne en école de commerce, donc je vois. Donc, dedans, je pense bien évidemment à la sociologie des organisations. Ça, c'est ce qui m'est arrivé spontanément. On a l'anthropologie. On a l'ergonomie, c'est-à-dire travail réel, travail prescrit. On a l'ergologie. Alors, j'ai quand même un peu préparé notre échange et je suis tombé sur l'ergologie où j'adore, c'est-à-dire l'arbitrage entre les règles et les situations concrètes. C'est là où le salarié redevient sujet et vraiment sujet. Donc cet arbitrage-là, on a la psychodynamique, tu vois, la souffrance au travail. On parle du lean actuellement sur les réseaux sociaux et Bertrand Dupérin, dont on parlait tout à l'heure, lui il est plutôt très très partant là-dessus. Alors je dirais le lean, oui, mais avec l'approche Toyota. C'est-à-dire que le lean, co-skilling pour la transformation organisationnelle, voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de partir dans le mur, quoi. Maintenant, au-delà de ces formations, pour moi, il y a deux changements majeurs au niveau des consultants, en supposant qu'on garde des consultants qui aillent sur le terrain. Le premier, c'est le changement d'attitude. On leur apprend à être poli, quoi. Oui, alors voilà, donc c'est-à-dire que en finir avec l'arrogance. Alors l'arrogance, quand je dis je peux la comprendre, quand un consultant arrive, que les décisions sont déjà prises, qu'ils arrivent, voilà ce que vous devez faire, et qui dit ça à un commandant directeur de commandant département. Un commandant junior va avoir un commandant directeur de commandant département et va lui dire, alors peut-être le directeur
directeur, mais j'ai vu des juniors, moi, à qui ça gênait pas, et qui viennent nous dire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous mettez dans votre objectif. Et donc, quand, avant même tout échange, toute discussion, les décisions sont déjà prises, on peut se retrouver avec une certaine arrogance. Pas sûr que ce soit la bonne façon de travailler, mais on l'a, et je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein, loin de là. 2, si on entre dans une transformation organisationnelle, il faut comprendre l'organisation. Et pour comprendre l'organisation, il faut comprendre le travail de chaque personne. Donc celui qui sait, c'est plus le consultant, celui qui sait, c'est le salarié et autres. Et donc de l'arrogance, il faut passer avec une bonne dose d'humilité. Et ça, je pense que c'est autre chose en termes de changement de paradigme pour les consultants d'Accenture et d'autres, que de se former à l'IA. Oui, il faut se former à l'IA, ça c'est une condition nécessaire, mais dans les entreprises aussi, au niveau des voilà. Et la deuxième chose, c'est l'intention. On parle beaucoup de l'intention avec l'IA actuellement. Les mots de l'IA, d'ailleurs, je ferai peut-être un article là-dessus. Les mots de l'IA, MOTS. Hein. On parle d'intention et l'intention au niveau des consultants, c'est pourquoi je pose ces questions. C'est-à-dire quelle stratégie ou orientation cela couvre et pourquoi à cette personne. Pourquoi je pose la question et pourquoi à cette personne. Et bien entendu, il faut pouvoir le dire à la personne qu'on interroge. Parce que si on veut avoir une bonne compréhension de ce genre de... Et pour moi, ça, c'est un... Quand j'ai pensé aux formations, j'ai pensé à ça avant tout. Le reste, ça se fait. Alors, ton développement sur l'organisation et le point d'entrée de l'organisation, oui, plutôt que l'outil. Bon, ça, oui. À la limite, pourquoi pas l'outil. L'outil est aussi acteur de changement, en fait. Mais bon, ça me rappelle des discussions qui ont eu lieu il y a déjà assez longtemps, dans les années 90, où il y avait une nouvelle discipline qui se montait, qui était le business process reengineering, en fait, il y avait 2 façons de réorganiser. La première, c'était d'écouter les pauvres canards sur le terrain qui expliquaient pourquoi ils travaillaient pas bien et de garder cette organisation, essayer de l'optimiser sans trop toucher à grand chose pour pas frustrer tout le monde. Et puis l'autre, je caricature un peu, et de l'autre côté, mais disons c'était optimiser l'existant, et puis de l'autre côté, il y avait la démarche beaucoup plus brutale, et pas forcément inefficace, de dire oui, vous, chez Middle East Airlines, vous faites ça, c'est pas parce qu'on a fait ça chez Middle East Airlines, c'est bien, c'est sympa, c'est vachement sympatoche, c'est très libanais, c'est bien, c'est génial. Ouais, d'accord. Mais chez British Airways, ils sont efficaces. À l'époque, c'était le cas. Et vous l'êtes pas. Donc, vous allez prendre les processus de British Airways parce que eux, ils savent remplir un avion, ils savent faire le yield management, ils savent donner à manger aux gens et qu'ils soient contents, et ils savent vendre suffisamment de classe business pour faire de l'argent. Donc, vous allez suivre ce modèle-là et non pas celui-là. Puis après, il y a peut-être eu la démarche intermédiaire qui consistait à dire, bon, ben, on va essayer de réformer l'organisation existante en s'inspirant de ce que font les meilleurs, mais enfin en essayant aussi de faire un peu de conduite du changement au lieu d'essayer de taper sur la tête à tout le monde pour arriver à un résultat. On va peut-être essayer de les convaincre avant, ça va peut-être sympa, voilà. Et finalement, on ne sort pas de cette discussion. C'est, je dirais, personne n'a raison. Optimiser une mauvaise organisation. C'est mettre une cerise sur un mauvais gâteau, ça reste un mauvais gâteau. Et puis amener par l'inverse un gâteau qui est fait pour des Écossais à des Libanais, ben ça marche pas forcément parce que peut-être qu'ils visent à avoir un peu de za'atar dessus et que s'ils ont pas leur za'atar, ils sont pas contents. Il y a quelque chose, c'est un peu une discussion faussée en fait. On est sur des schémas un peu caricaturaux qui sont pas finalement très rationnel. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Pourquoi je mets en avant l'entrée par l'organisation? Et là, je parle de mon expérience. C'est-à-dire, j'ai passé toute ma carrière à faire ça. J'ai travaillé sur les outils. Bien, j'aurais pu devenir un expert SAP supply chain plus outils, j'aurais gagné une fortune. Mais dès que je me suis retrouvé à comprendre ces outils, j'ai vu que l'humain faisait la différence. Je vais donner un exemple très simple. Donc, j'ai été directeur supply chain chez Häagen-Dazs et chez Nestlé Waters.
Chez Häagen-Dazs, en plus je le dis dans mon livre, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était mon PDG. Il a créé une structure prévision de vente collective. On était dans la grande conso, ça réunissait le marketing, le commercial, la finance, la logistique, bien sûr, supply chain, et un représentant de l'industriel. On avait un outil qui était extrêmement basique. Mais simplement de faire travailler ensemble un collectif avec des objectifs communs, c'est-à-dire que ça dépassait les objectifs individuels qu'ils pouvaient avoir, et ça, c'était voulu par le PDG. J'ai baissé les coûts de la supply chain de 30% la première année. 30%, hein, et 50% sur 3 ans. Après, je rentre chez Nestlé Waters, une autre taille, hein. C'était terrible, et je vois la responsable prévision de vente. La responsable prévision de vente, elle avait le meilleur outil possible. C'est une tuerie, le truc, j'avais jamais vu ça. Elle allait même chercher, pour essayer de comprendre, elle allait même chercher les proverbes indiens, etc. Ça m'avait passionné de voir jusqu'où elle allait. Sauf que le résultat, il était nul parce qu'elle était toute seule et autres. Et je vais dire, en plus, on s'en foutait. On s'en foutait pour une raison simple, c'est que les prévisions de vente, c'est censé avoir un impact sur la couverture de stock. Sauf que chez Nestlé Waters, les lignes de production étaient tellement saturées que 80% de la couverture de stock, c'était les contraintes industrielles, et 20% simplement la qualité des prévisions de vente. Tu vois, c'est pour te dire que il faut des outils, c'est intéressant, c'est important, et des outils adaptés, et pas du standard. Et c'est en cela que l'IA générative me plaît, parce que là, on arrive à du sur-mesure. Maintenant, l'outil, il doit se mettre au service d'une organisation. Et si elle se met au service de l'organisation, c'est prêt. Alors après, effectivement, prendre les bonnes pratiques qui sont de véritables bonnes pratiques que tu peux dupliquer, faut pas se gêner, quoi. Faut pas se gêner. Maintenant, il restera toujours des hommes et des femmes pour gérer ça. Il faut pas négliger non plus le fait qu'un outil, on y reviendra peut-être avec l'IA, un outil ou un méta-outil comme l'IA, permette d'initier des changements. Après, si SAP ne l'a pas permis, c'est peut-être aussi une question de qualité de l'outil. J'en sais rien, je peux pas le juger, je suis pas un expert. Mais enfin, j'en connais un petit peu les travers, ou souvent les travers de certaines des mises en œuvre qui en ont été faites aussi, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi des fois des customisations qui sont malheureuses et qui font que l'outil qui à la base est bien conçu finit par ne plus marcher tellement on l'a compliqué. Il y a ça aussi. Alors oui, ça c'était des trucs moi j'ai vécu le fait de garder le standard. Il y a même des prix qui étaient donnés pour quand on garde le standard. Alors la common raison qui était donnée et que tu as dit, c'est que ça devient tellement compliqué que avec les changements de version, on s'en sortait pas. Sauf que il y a une cabinet de conseil qui s'appelle Kea. Alors j'ai pas d'intérêt avec eux, hein. Kea qui a fait un bouquin et qui expliquait que quand on faisait une fusion de sociétés, et même si on utilisait le standard, le fait d'être pas dans la même version de SAP, ça crée un bordel innommable. Donc au final, le standard, c'est pas bon, la complication, c'est pas bon. Pour moi, la meilleure chose aurait été à l'époque de ce qu'on appelait le best of breed, meilleur du troupeau, où on donnait à chaque service, à chaque département ce qui va de mieux, et les liens auraient pas été si mauvais que ça. Donc il faut un outil, oui, il faut des process, oui, mais ce qui fait la différence pour moi, ça reste encore l'être humain. Donc entrer par l'organisation et pas par l'outil, ok, mais aussi entrer par la stratégie, parce que la vraie question, c'est quelle est la stratégie d'entreprise qu'on veut réaliser avec cette transformation IA, un peu la même chose que ce qu'on a eu avec la transformation digitale il y a quelques années. C'est oui. En gros, on savait pas pourquoi on en faisait, mais il fallait en faire, quoi. Alors, pour moi, c'est le point. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a parlé d'efficacité. C'est vraiment c'est la vision taylorienne du travail, hein, et autres. Et là, encore une fois, si tu regardes depuis 3 ans, on parle de valeur. Et qu'est-ce que c'est la valeur? Bah tiens, il va être content, Bertrand Dupérin, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. Et là, Bertrand, il a fait un article récemment où il a donné une définition de la valeur que j'adore. D'ailleurs, je suis en train de la lire parce que j'ai pas de mémoire, malheureusement. La valeur ne vient pas de ce que l'on supprime,
ce que l'on supprime, c'est la vision taylorienne du travail, hein, faire aussi bien avec moins. Elle vient de ce que l'on supprime, mais de ce que l'on améliore. Donc, l'organisation est là pour apporter de la valeur à un collectif de travail. Qu'est-ce que j'améliore? Ça, c'est dans mon livre d'ailleurs. Et ce que j'ai adoré, c'est ce que l'on rend possible. Ou ce que l'on rend possible. Et cette partie, ce que l'on rend possible, c'est là où la stratégie est là. Je vais rendre possible une stratégie. Je vais définir une stratégie et mon organisation, la transformation que je vais faire est là pour la rendre possible. Et c'est là, tu vois, le lien essentiel entre stratégie et organisation, puisque l'organisation, elle est là pour apporter de la valeur. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais aimé avoir cette définition dans mon livre. J'aurais fait quelques chapitres en plus là-dessus, quoi. Donc voilà. Et donc, ce que vont devoir se poser les entreprises ou les consultants avant toute intervention, c'est qu'est-ce que vous voulez rendre possible? C'est à l'entreprise pour moi, c'est l'entreprise qui est leader là-dessus. Qu'est-ce que je veux faire? Et si je ne le fais pas, c'est aux consultants de demain de poser cette question. Parce que la notion d'efficacité, réduction, les coûts, etc., ça marche pas. On voit bien même si tu gagnes 10-15%, ces 10-15%, ils sont perdus, quoi. Ils sont très, très vite perdus. Par contre, si c'est au service de quelque chose que je rends possible et d'une stratégie, là, tu vas avoir l'impact sur le compte de résultat. Il y a peut-être une autre question sous-jacente aussi, c'est de quelle IA parle-t-on? Parce que l'IA, ça ne veut rien dire. C'est un vocable qui recouvre beaucoup de choses différentes qu'on est dans la communication. On imagine quelques outils IA qui s'appliquent. Si on est dans la gestion de production automatisée, là c'est autre chose. On n'est pas dans les mêmes sujets et ni dans les mêmes time frames d'ailleurs, parce que exactement. Il y a des sujets qui sont plus ou moins avancés que d'autres. Exactement. Et ça, la réponse, tu l'auras d'office. En fonction tu auras l'outil IA ou en tout cas la bonne IA ou le même élément en fonction de qu'est-ce que je veux rendre possible. Oui, dès que tu poses cette question-là, oui, mais il y a aussi l'inverse qui existe, c'est une nouvelle technologie qui apporte une nouvelle fonctionnalité et qu'on pourrait utiliser pour faire ci, ça ou ça. Bien sûr. Voilà, c'est la même question, mais à l'envers, en fait. À l'envers, bien sûr, ça va. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que si les cabinets ne répondent pas à cette question, je suis pas certain qu'ils y arrivent à répondre. D'ailleurs, pas toujours de leur faute, peut-être aussi de la faute des clients. Ah oui. Et s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui va s'en emparer à la place? Les éditeurs de logiciels, les pure players IA, les directions internes, on a entendu, OpenAI, qui n'est jamais en retrait d'un mauvais coup, vient de lancer une offre de conseil intégré. Est-ce que signale que le marché est en train de basculer? Je vais faire un parallèle avec l'enseignement. Moi, en tant que prof aujourd'hui, si je fais un cours, aujourd'hui, l'IA, elle peut me sortir un cours de A à Z. Un truc vachement bien fait, un truc autre derrière. D'ailleurs, les étudiants, ils s'y trompent pas, hein, ils vont aller parfois à d'autres trucs. Donc moi, ma valeur en tant qu'enseignant, au-delà de faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière tout ça, c'est d'apporter quelque chose de différent. Encore, je reviens, c'est une moyenne algorithmique. Qu'est-ce que j'apporte de plus? C'est pour ça cette notion de sujet, je l'aime beaucoup. La création de valeur, elle est là. OpenAI sort un truc, ok, ça me fait une offre au conseil intégrée, ok, ça met la pression aux consultants, ça met l'impression aux consultants, mais d'une manière générale à tous les métiers intellectuels. Qu'est-ce que j'amène en plus? Et ce que j'amène en plus, la question pour moi, c'est comment je vais la valoriser? Comment aujourd'hui je valorise cette connaissance, cette expérience en plus, où avant on mettait classiquement dans les TJM et autres, et où aujourd'hui il faudrait, je pense, un peu une balance de comment tout ça. Sinon, la prise en la responsabilité, pour moi, elle est clairement dans l'organisation. C'est quelque chose de stratégique, et pour moi, on ne sous-traite pas la stratégie. Pourquoi on a fait ça pendant des années? Les grands cabinets conseils, il y avait quelques raisons, mais on se sous-traite pas. Donc c'est de l'interne. Et là où tu as raison, il y a rien qui empêche un éditeur, un consultant et autres de dire voilà nous ce que l'outil peut proposer. Voilà nous ce que même plus que l'outil, parce que je pense que l'IA dépasse la notion d'outil. Voilà aujourd'hui ce qu'on a. Voilà le truc. On pourrait réfléchir ensemble. Et bien ensemble de ce que
l'impact sur votre stratégie et sur votre organisation. Et le problème, et là c'est plus le problème des consultants, c'est le problème des grands groupes, qui est le champion de l'organisation dans un grand groupe. Alors, si on se penche un peu sur cette offre OpenAI en avril 2026, ça s'appelle Frontier Alliance. Donc, c'est pas un logiciel, hein, c'est un programme de partenariat qui a été lancé début 2026 avec les géants du conseil. Tiens. BCG, McKinsey, Accenture et Capgemini. Alors, ce qui n'a pas empêché Capgemini de licencier un gros paquet de personnes pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est ça qui va sauver les cabinets de conseil, finalement ? Je crois fondamentalement qu'ils sont en train de gagner du temps pour l'instant. Gagner du temps, et alors, gagner du temps pour deux raisons. La première, c'est l'apprentissage. Alors même si ça commence à faire, ça fait 3 ans que l'IA est là, mais on reste encore dans une logique d'apprentissage. Donc il y a cette logique-là. Maintenant, il faut dépasser la logique d'apprentissage. Hein, le côté on apprend, on fait des erreurs, on arrive, c'est gentil, mais c'est pas comme ça qu'une organisation fonctionne. Parce que il faut quand même que le travail se comment réalise. Donc il faut passer une autre étape. Moi, la question que je me pose, quand on voit le changement de paradigme que ça fait, qui est énorme, est-ce qu'il gagne pas du temps aussi en pariant sur le fait que l'IA va encore commencer à améliorer et qu'on va enfin trouver des suppressions de postes que tout le monde appelle de ses voeux. Quand je branche LinkedIn le matin, je suis plutôt très positif par nature, mais je me dis mais comment est-ce possible que autant de personnes aient un souhait important et que on puisse supprimer des salariés en masse? Peut-être qu'ils gagnent du temps. Maintenant, une chose est sûre, pour moi, c'est le marché. S'il y a une rupture qui doit se faire, elle doit venir du marché. C'est-à-dire, le marché, c'est à la fois les clients, l'exigence des commandes clients. Une fois qu'on rentre, pour moi, il y a la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Hein. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui vont se passer. Et la deuxième chose, si c'est pas les clients, ça peut être les consultants eux-mêmes. On parlait des petits cabinets. Alors, petits cabinets, ça peut être plusieurs centaines et plusieurs milliers de consultants. Hein. Au-delà des Big Four, t'as déjà des consultants qui étaient, qui avaient une appétence pour l'organisation. Et dans ces cas-là, voilà. Après, il y a, est-ce qu'il n'y a pas un des Big Four qui, dans son coin, est en train de préparer un truc et faire une offre organisationnelle? C'est possible. Hein. Certains ont la compétence. Donc, finalement, ça anticipe un peu sur ma dernière question. Hein, les cabinets de conseil ont survécu à Internet, au big data, au cloud. À chaque fois, on leur précisait une disparition imminente. Mais finalement, pourquoi celle-ci serait différente des autres ou au contraire, pourquoi ne l'est-elle pas? Alors, il y a quelques temps sur LinkedIn, il y a des consultants. Alors, c'était pas des grands cabinets, hein, c'était des plus petits qui ont fait un livre blanc justement sur est-ce qu'on va survivre ou pas. Et il y avait le consultant, alors je sais pas quel cabinet, on s'en moque, qui disait mais de toute façon, on va survivre parce que les entreprises ont besoin de nous, parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir transformer. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Parce que ça m'a rappelé un sujet. La plus grande transformation organisationnelle de tous les temps, qui s'est faite massivement, c'est pendant la crise sanitaire, quand c'était possible, tout le monde en 100% télétravail. Ça s'est fait en 24 heures, là où ça prend 18 mois. Alors, moi, j'avais écrit un commentaire là-dessus. Alors, je sais pas, il y a un associé de McKinsey, tiens. Je crois que chez McKinsey, peu importe, que j'ai vu en conférence et qui lui-même a dit, on a su faire en 24 heures ce qui prenait 18 mois. Et ce 24 heures qui prenait 18 mois, ça s'est fait, bien entendu, sans les consultants. Est-ce qu'on a besoin des consultants pour réussir la plus grande transformation organisationnelle massive de tous les temps? Est-ce qu'on a eu besoin d'eux? Non. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas une utilité. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas une importance. Mais ce que les consultants, dans leur livre blanc, considéraient comme une évidence, pour moi non. Parce que de tous les temps, ce sont les managers, ce sont les entreprises qui ont pris en main la transformation organisationnelle. Donc pour moi,
ils vont pas disparaître. Pour moi, si les entreprises agissent comme je pense qu'elles devraient faire, c'est-à-dire être un peu plus challenge sur les consultants, sur la transformation organisationnelle, de dire que qu'est-ce que vous avez à nous offrir pour que ce qu'on sait déjà faire devienne encore plus pertinent, performant. On le fait, alors pas forcément plus vite. C'est sûr qu'en 24 heures, ça, il y a eu un coût, entre autres, pour diminuer les coûts, pour que ça se fasse le plus aisément possible. Il y a des trucs. Mais la question, pour moi, se pose. Est-ce qu'on a besoin d'eux nécessairement? Non. Est-ce qu'ils peuvent avoir une utilité? Oui. Et c'est à eux de la déterminer. Alors, ce que je retiens finalement de cet entretien, c'est, comme souvent, les choses sont complexes. Les faits sont là, la remise en cause de la valeur, la remise en cause du business model, peut-être même de la méthode, organisation, pas organisation. Oui. Et en fin de compte, on n'est jamais si bien servi par soi-même. Le livre blanc auquel tu faisais référence, un livre blanc de 200 pages qui a été lancé en janvier 2026 par la maison HEC Alumni à Paris, qui s'intitule... D'accord. L'IA augmente, l'humain augmenté par l'IA. Oui, bien sûr. On l'avait déjà entendu, celle-là. Mais bon, ça résout pas forcément la question, mais on se doute bien que le business ayant horreur du vide, il va bien réussir à retrouver une autre formule qui, parce que finalement, le conseil est peut-être un mal nécessaire, quelque part. Peut-être qu'on a besoin de tous, autant qu'on est, quand on est dirigeant et quand on est professionnel, bien d'avoir quelqu'un qui vienne donner un son de cloche différent, un point de vue différent. Peut-être pas seulement une réponse toute faite, mais aussi un questionnement. Enfin, voilà, c'est ce qu'on verra dans le futur. En fait, finalement, comme toutes les révolutions, j'ai publié un article il y a 4 ans, ça me fait marrer, ça s'appelait « La révolution de l'IA n'aura pas lieu ». C'est une référence culturelle à Jean Giraudoux, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça va avoir lieu, mais alors... il va falloir du temps. D'ailleurs, ça fait déjà 4 ans qu'on y est, finalement, pour quelque chose qui devait arriver en une nuit. Par contre, on sent, en sous-jacent, que le changement va être profond et peut-être même, j'allais dire civilisationnel, parce que ça, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais enfin, en tout cas, sociétal, ça, c'est clair, qui va remettre certainement beaucoup de choses en cause dans le fonctionnement de nos sociétés et donc des sociétés économiques par la même occasion. Écoute, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à nouveau. Avec grand plaisir. Je pense que cette réflexion n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Merci Loïc. Merci beaucoup Yann. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.